je suis au Canada depuis 2009. Auparavant, j'étais avocate au barreau de Paris et ici, j'ai continué un petit peu dans le milieu juridique. Mais au cours des dernières années, je me suis spécialisée en yoga. Donc, c'est pas encore ma principale activité. Et de façon plus précise, également au cours des dernières années, je me suis beaucoup intéressée au trauma et à la résolution par des modalités somatologiques et corporelles. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais vous présenter le sujet de ce soir. Donc j'ai préparé un PowerPoint parce que souvent c'est plus facile si vous êtes comme moi, d'être un petit peu plus visuel. Voilà, alors je vais masquer les vignettes. Alors, je l'ai intitulé « Le traumatisme émotionnel, le reconnaître et le comprendre pour mieux s'aider et aider nos enfants ». À la base, c'est sûr que c'est un webinaire qui est là pour aider nos enfants, mais au fil de la présentation, je pense que vous allez comprendre que c'est d'abord en s'éduquant soi-même en tant qu'adulte et en veillant à la résolution de nos propres traumas qu'on peut mieux aider nos enfants. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par une reconnaissance des territoires et je reconnais que j'ai le privilège, l'immense privilège de vivre et de travailler sur les territoires ancestraux et non cédés des Premières Nations Squamish et Tsleil-Waututh. Je vais commencer aussi par une petite mise en garde et ce que j'appelle donc du self-care, donc faire un petit peu attention à soi. Pourquoi? Parce que le contenu de cette présentation peut éventuellement susciter chez vous des réactions émotionnelles qui peuvent être difficiles ou confortables. Et si c'est le cas, je vous invite dès maintenant à penser à ce qui pourrait vous faire du bien pendant la présentation et vous aider à rester dans le moment présent. Alors, ça peut être bouger, hein, vous pouvez vous mettre debout, remuer les jambes, remuer les bras. Ça peut avoir de l'eau à proximité, une bougie. Moi, j'ai allumé une petite bougie là derrière moi parfumée, votre huile essentielle préférée, un vêtement ou une couverture confortable. On va beaucoup parler de la façon d'utiliser le corps pour la résolution du trauma. Et donc, c'est un des outils qui est utile et que je vous propose d'utiliser pour vous-même au cours de la présentation. Alors, commençons par les définitions, parce que quand on parle de traumatisme, bien évidemment, c'est un grand mot et un gros mot aussi quelque part. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au fil des dernières années, on a étudié beaucoup plus le trauma et maintenant la façon dont on le perçoit, notamment au niveau psychologique. Et c'est la définition sur laquelle beaucoup d'auteurs et de spécialistes s'entendent. C'est une situation qui est perçue et vécue comme étant une menace pour notre sécurité et notre survie. Et plus exactement, il s'agit de l'expérience unique et individuelle. Donc, le trauma ne sera pas la même chose selon les personnes. Donc, c'est cette expérience qu'une personne vit par rapport à un événement ou à un ensemble de conditions dans lesquelles la capacité de la personne à intégrer sa réponse émotionnelle se trouve submergée. C'est une longue phrase. Il faut imaginer que c'est un petit peu comme un tsunami. C'est une vague émotionnelle, une vague de réaction au niveau corporel, au niveau du système nerveux, au niveau ressenti, qui est trop importante pour être intégrée et pour être gérée correctement par la personne. Alors, donc, ces expériences se traduisent généralement par des sentiments de choc, de peur intense et des sentiments profonds de vulnérabilité et aussi beaucoup d'impuissance. Un auteur qui s'est beaucoup fait connaître dans le domaine du trauma, du traumatisme, c'est le docteur Gabor Maté. C'est un médecin de Vancouver qui a émigré à Vancouver avec sa famille dans sa jeunesse. Il venait d'Europe de l'Est et puis ils avaient fui les persécutions contre les Juifs. Et il était médecin généraliste et il s'est spécialisé dans le trauma. Et pendant au moins une dizaine d'années, il a travaillé auprès de personnes victimes d'addiction dans le Downtown Eastside à Vancouver, en fait. Et il a écrit plusieurs ouvrages et
la définition qu'il donne, quant à lui, du trauma, donc j'en ai fait une traduction partielle et vous aurez la traduction intégrale en anglais. Il dit que le traumatisme n'est pas ce qui vous arrive, il s'agit de ce qui se produit à l'intérieur de vous en raison de ce qui vous est arrivé. So, trauma is a psychic wound that hardens you psychologically, and then interferes with your ability to grow and develop. It pains you, and now you're acting out of pain. It induces fear, and now you're acting out of fear. Trauma is not what happens to you, it's what happens inside of you as a result of what happened to you. Alors, si on va un peu plus loin dans les définitions, il y a ce qu'on appelle les petits et les grands T. Donc, généralement, dans les conversations usuelles de tous les jours, quand on parle de traumatisme, on pense souvent à des événements particulièrement choquants ou de grande ampleur, donc des catastrophes naturelles. Ce qui se passe, là, par exemple, ici en Colombie-Britannique, avec les glissements de terrain, les inondations, les guerres, des crimes, des attentats, des viols, tout ce genre de choses particulièrement violentes. Mais on s'est rendu compte aussi que ce qui potentiellement est traumatisant, ça peut être donc des violences psychologiques, de la négligence physique ou émotionnelle répétée, l'exposition à la violence familiale. Donc, quand on parle de l'exposition à la violence familiale, ce n'est pas nécessairement soi-même avoir été victime de violences physiques, mais avoir été témoin de ce qui problème d'addiction de drogue, la maladie mentale d'un ou des membres du foyer, ça peut être la séparation des parents ou le divorce, l'incarcération d'un membre du foyer, le chômage, vivre dans la pauvreté. On sait que les populations qui sont affectées par des situations de précarité, de racisme, sont beaucoup plus sujettes au trauma, en fait. Ça peut être la prématurité pour un petit enfant. Ça peut être une opération chirurgicale dans la jeunesse. Donc, tout ça peut être constitutif de trauma. Alors, il y a une étude qui a été faite dans les années 90, dont on parle aussi beaucoup dans le domaine du traumatisme. C'est les ACE, donc en anglais ACEs, Adverse Childhood Experiences. Ce sont les expériences traumatiques de l'enfance. Donc, c'était un programme de recherche donc mené dans les années 90 par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et le département de médecine préventive Kaiser Permanente de San Diego. Et en fait, le questionnaire, vous en trouverez un exemplaire si... Bon, le lien Internet est un petit peu long que j'ai mis en dessous, mais c'est un ensemble de questions qui visait à faire le lien entre les expériences de l'enfance et les problèmes de santé et les problèmes sociaux à l'âge adulte. Et on s'est rendu compte dans l'immense majorité des cas que plus on avait eu ce genre d'expérience difficile dans l'enfance, plus on était... plus on avait de probabilité de développer des problèmes de santé, et pas seulement des problèmes d'addiction, pas seulement des problèmes de violence, mais également des maladies auto-immunes comme la fibromyalgie, des problèmes au niveau neurologique, certains cancers aussi qui peuvent se développer à force d'être exposés à des traumatismes. Donc le lien a véritablement été fait au niveau scientifique entre des problèmes importants, des expériences traumatiques de l'enfance et des problèmes de santé et des problèmes sociaux à l'âge adulte. Alors, les effets du traumatisme. Les événements traumatisants engendrent des émotions qui sont particulièrement fortes et elles ont elles-mêmes un impact important au niveau physiologique, donc au niveau du fonctionnement de notre corps et en particulier au niveau du système nerveux autonome. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le système nerveux autonome. Il y a notre système nerveux peut être activé de deux façons. De façon volontaire, comme par exemple
je vais décider de bouger mon bras, je vais décider de me mettre en mouvement, de me déplacer. Donc tout ça, c'est une activation consciente du système nerveux pour arriver à une action donnée. Le système nerveux autonome, en fait, c'est une activité qui fonctionne toute seule et qui permet le bon fonctionnement de notre corps sans qu'on ait besoin d'y penser. Donc, c'est ça qui permet euh, de digérer nos aliments, c'est ça qui nous permet de respirer. On n'a pas besoin de penser à respirer pour le faire. C'est également comme ça que notre cœur bat de façon autonome. Alors, le traumatisme, lui, a un impact au niveau de cette partie-là du système nerveux. Donc, c'est important de le comprendre parce que souvent, en matière de traumatisme, on a tendance à culpabiliser les victimes sur leur absence de réaction ou sur des réactions qu'on pourrait juger avec le recul complètement inadéquates. Mais en fait, il s'agit d'une réponse automatique du système nerveux pour assurer la survie. En fait, notre système nerveux, en permanence, analyse notre environnement à la recherche de signes pour savoir si en fait on est en sécurité ou si on ne l'est pas. Donc, quand il y a un traumatisme, quand il y a des événements qui mettent en péril notre survie ou qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a cette impression que notre survie, que notre vie est en péril, le système nerveux autonome va se mettre en action et va produire plusieurs types de réactions qui sont possibles. Alors, il y a la première qui est le combat, la fuite, qu'on appelle le fight or flight en anglais. Donc, il faut imaginer dans la nature, parce que finalement, on est des animaux plus évolués, mais à la base, on reste quand même des animaux. Et la façon de fonctionner de notre système nerveux est issue de cette évolution. Donc, dans la nature, face à un danger, un animal va fuir ou il va se battre. Et nous-mêmes, face à une situation dangereuse, soit on va se mobiliser pour pouvoir fuir le danger. Donc, il va y avoir une cascade de réactions hormonale et puis l'engagement, la mobilisation des muscles, le cœur qui va battre plus vite. On va avoir également un genre de vision en tunnel, etc. Le but, c'est d'être efficace pour assurer la survie. Il y a une autre façon qu'a le système nerveux de s'adapter à ce genre de situation, dont on ne parle pas énormément, c'est le fawn, c'est la soumission. Et il faut imaginer dans notre vie d'êtres humains qu'on ne veut pas se faire, on veut pas se faire prendre, on ne veut pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Donc, on se soumet complètement à la volonté d'autrui et on a des comportements qui font en sorte qu'on n'attire pas l'attention à soi et qu'on on plaît, c'est pas que l'on plaît, mais on se conforme en fait à la volonté de la personne ou de la situation qui est en face de nous. Et en dernier lieu, parce que le système nerveux s'adapte encore une fois à ce qui lui paraît bah, la réponse la plus adaptée, il peut y avoir une forme de paralysie et puis de mort en fait. Donc c'est souvent dans ces situations-là qu'il y a des phénomènes de dissociation, qu'il y a des phénomènes de paralysie lors des attaques, etc. Et puis dans la nature, il faut penser qu'un animal, la raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il y a une insensibilisation des extrémités qui se fait. Donc, on sent moins la douleur. La circulation sanguine et l'activité du corps est concentrée sur les parties essentielles, donc le cœur, le cerveau, mais tout le reste, la digestion, ça prend le bord. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir, notamment chez l'être humain, des émissions d'urine ou une incapacité à retenir ces sels. Donc là, c'est pour éviter la souffrance. Mais si jamais dans la nature, en tant que proie, le prédateur décide de mettre sa proie à l'écart en attendant de la manger, ça permet à la proie de feindre
la mort, et une fois que la menace est partie, de se secouer et ensuite de revenir à la liberté, en fait. Alors, justement, la différence avec les animaux dans la nature, vous avez peut-être remarqué ça chez des animaux, c'est quand ils sortent d'une situation de stress, ils ont cette espèce de tremblement, ce tremor qu'on appelle en anglais, des shake it off. Donc, ils bouclent la boucle au niveau de leur système nerveux. Donc, ils ne retiennent plus ensuite ce stress de façon indue et ils peuvent continuer avec leurs activités. Malheureusement, pour un certain nombre de raisons, les êtres humains n'ont pas toujours cette capacité justement à compléter ce cycle, à compléter cette boucle et revenir à un fonctionnement du système nerveux plus optimal. Et ils restent coincés dans des réactions qui sont normalement destinées à être temporaires. Au niveau du cerveau, donc le traumatisme affecte différentes parties. Donc, le cortex préfrontal, donc, qui est la partie la plus avancée, la plus évoluée de notre cerveau, qui concerne la pensée abstraite, le développement de la personnalité, la régulation du comportement, la planification, la résolution des problèmes. Donc, c'est vraiment notre cerveau analytique. Le cortex préfrontal est complètement désactivé dans les situations de trauma. Dans la partie centrale du cerveau, vous avez l'amygdale. L'amygdale, c'est une petite glande qui est chargée de détecter justement les situations de danger. Donc, c'est elle qui est responsable de la sécrétion des hormones comme le cortisol, comme l'adrénaline, et qui permettent la mobilisation musculaire, qui permettent de fuir ou de combattre le cas échéant. Donc, l'amygdale, elle est responsable aussi donc, de la prise de décision. Donc, ce que je disais au niveau de la prise de décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est pas sécuritaire? Si c'est pas sécuritaire, je m'en vais en combat ou en fuite. Ça permet aussi de filtrer les souvenirs émotionnels, la régulation du comportement et, comme je le disais, donc, une réponse à la peur. Une autre partie du cerveau qui est affectée, c'est l'hippocampe. Et l'hippocampe est chargé du renforcement de la mémoire, de la navigation et de la mémoire spatiale et de l'apprentissage. Donc, en situation de trauma et face au déferlement d'hormones qui viennent de l'amygdale, l'hippocampe n'est plus capable de gérer et puis d'organiser la mémoire. C'est aussi pour ça que dans les situations de stress post-traumatique, soit la mémoire carrément des événements traumatiques est effacée, ou c'est une mémoire qui est très fragmentée et qui n'est pas complète. Dans les cas de syndrome de stress post-traumatique important, au niveau de l'imagerie médicale, on a été capable de voir que le cortex préfrontal chez les personnes victimes de trauma ainsi que l'hippocampe ont diminué de volume. Donc ça, c'est scientifiquement prouvé. Une autre chose que l'on voit à l'imagerie médicale, c'est qu'en revanche, l'amygdale est devenue plus importante et plus grosse. Donc, je vais arrêter de partager une minute mon écran pour vous faire une petite image de à quoi ça correspond. Donc, imaginez, vous avez le cortex préfrontal qui est là et l'amygdale, elle est en dessous, en fait. Donc, le cortex préfrontal, c'est lui qui permet d'analyser les situations, les événements de façon rationnelle et puis de donner du sens à quelque chose qui s'est passé. D'accord ? Maintenant, si l'amygdale est en dessous et qu'elle est toujours en mode danger, 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 parce que c'est ce qui se passe dans les situations de stress post-traumatique, on n'est plus capable d'analyser correctement ce qui est sécuritaire et ce qui ne l'est pas. C'est comme si ça venait soulever le cortex préfrontal, en fait. Donc, voilà, imaginez ça comme ça. Donc, il est toujours en alerte. Et c'est pour ça que aussi dans les situations de stress post-traumatique, la pensée analytique, la pensée organisée est plus difficile à mobiliser. Donc, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu aussi au niveau du cerveau, mais là, c'est les principaux, c'est les trois zones principales qui sont affectées. Alors, donc les effets du traumatisme, en l'absence d'aide et de soutien adéquat après un trauma, le système nerveux reste coincé quelque part. C'est ce que je disais, donc on n'a pas cette capacité des animaux dans la nature, des animaux sauvages à se débarrasser par le tremblement, qui est un mode assez efficace de revenir
de revenir à un mode plus fonctionnel, on va dire, du système nerveux. Donc, reste coincé en mode combat, fuite, paralysie ou fawning, en arrière, bien que le danger ait disparu. On parle alors de syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'après le trauma, euh, il y a une incapacité à revenir à un mode de fonctionnement normal. La réponse du système nerveux aux aléas de la vie devient alors inadaptée, mais il faut se rappeler qu'elle l'était au moment de l'événement traumatique, parce qu'encore une fois, c'est pour assurer la survie de la personne. Donc, le système nerveux et le corps ont fait ce qu'ils jugeaient être les meilleures réactions pour nous maintenir en vie. Alors, concrètement, ça se traduit par quoi? Donc, si on est dans un mode de surstimulation du système nerveux, hyperexcitation, on retrouve des symptômes d'hypervigilance, de la panique, des contractions musculaires chroniques, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, de l'agitation, de la tension, des flashbacks. Dans un état de dissociation, alors quand on est par contre en hypo-excitation, donc quand le système nerveux est vraiment, nous a mis dans un état de quasi-paralysie, on ressent plutôt des symptômes de dissociation, de détachement, de peur, d'impuissance, de désespoir, des pertes de mémoire. C'est là que la dépression notamment s'installe. Et on retrouve aussi fréquemment des fluctuations entre ces deux extrêmes. On n'est pas nécessairement figé. Alors, j'aime assez ce genre d'image. Ça me parle assez puisque je suis plus visuelle dans ma manière d'apprendre. Donc, ce qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle la zone d'activation optimale et ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Parce que dans la vie de tous les jours, on est soumis à des stress, à des stimulations. Et donc, il est normal, dans un système nerveux qui est souple, de pouvoir répondre adéquatement à ce genre de situation. C'est donc OK. Donc, on est un petit peu pas en hyperexcitation, en stimulation du système nerveux. Donc, on a besoin, par exemple, pour être en interaction avec les autres, des enfants, ils peuvent être dans le jeu. C'est ça qui nous permet aussi de nous mobiliser pour faire nos actions du quotidien. Et à chaque fois qu'on rentre dans ces actions, après, on est capable de revenir à un mode plus calme. Et c'est ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. On est capable de tolérer les stimuli extérieurs et d'y répondre de façon souple. Donc, quand un trauma intervient, on assiste à une hyperactivation physiologique. Et il y a donc trop d'activation au niveau du système nerveux pour pouvoir l'intégrer correctement. Voilà. Ou ça peut être en réaction opposée, une hypoactivation et donc trop peu aussi pour intégrer. Voilà. Et l'enfant ou la personne adulte, quand ça lui arrive, peut osciller entre ces états-là. Donc, on retrouve les mêmes genres de symptômes dont j'ai parlé dans la diapo précédente, une réaction émotionnelle accrue, de l'hypervigilance, des images intrusives, des pensées, idées obsessionnelles cycliques, etc. Par contre, dans le scénario opposé, on a un affect plat, de la confusion, l'incapacité de penser, un engourdissement, un état figé en fait. Et la fenêtre de tolérance, après un trauma, elle a tendance à se rétrécir en fait. Donc on est plus sensible aux stimuli et on est moins capable de bien les interpréter, donc on est constamment en état d'alerte ou en état de retrait. Chez un enfant, on retrouvera plus ce genre de comportement. Donc un enfant qui serait dans un état de dérégulation qui serait trop forte, il serait particulièrement anxieux, en colère, manifesterait de l'agressivité, besoin de l'affirmation des autres. À l'extrême, en bas, vous auriez un enfant qui est insensibilisé, qui est triste, qui est renfermé, qui est coupé des autres.
Et dans un mode de fonctionnement optimal, un enfant, tout en ayant la capacité, pas la capacité, mais la possibilité aussi de temps en temps d'être triste, ça fait partie des émotions normales aussi de la vie tant qu'elles ne restent pas permanentes. Un enfant aussi a le droit d'être en colère, a le droit d'être agressif, mais on va dire que la majorité du temps, il va être capable de revenir à un état d'ouverture, il va être alerte, il va être disposé à apprendre, capable d'analyse et capable de communiquer. Alors les effets à long terme du trauma, ils sont vraiment multiformes. Donc, on a vu les impacts que ça avait au niveau physiologique, au niveau corporel, mais à plus ou moins long terme, on va avoir des comportements, par exemple, de ce qu'on appelle en anglais reenactment, donc se remettre dans des situations où on va reproduire le trauma, donc consciemment ou inconsciemment, et mettre dans des situations plus dangereuses. On va avoir une perte du sentiment de sa valeur propre, une perte du sens de soi, donc c'est notamment de la dissociation, une perte de la connexion physique à son corps, des problèmes dans l'intimité, de la honte, des problèmes de confiance. Quelque chose aussi qui est important, c'est la perte de la capacité à reconnaître le danger autour de soi et la perte du sentiment de sécurité. Je ne suis pas l'auteur de ces infographiques. Je les ai trouvées très bien. Je les ai trouvées sur un site de counseling pour la famille qui se trouve au Royaume-Uni. Si jamais vous voulez les retrouver, je pourrais les mettre dans le chat tout à l'heure. Alors, les effets au niveau physique du trauma sur un enfant et puis plus tard aussi sur un adulte. Donc, l'architecture du cerveau. Je vous ai déjà dit, donc, on avait un rétrécissement du cortex préfrontal. Je n'ai pas parlé du corpus callosum, mais on a parlé de l'hippocampe. L'amygdale devient plus grande et plus réactive. Au niveau des neurones, au niveau des parcours, donc ce qui constitue nos habitudes comportementales, etc. Ça les change aussi au niveau du cerveau parce que une des choses qui a été étudiée depuis un moment maintenant, et ce qui nous donne d'ailleurs de l'espoir, on va en parler plus tard, dans la résolution du trauma, c'est la neuroplasticité du cerveau. Donc, le cerveau se modifie avec le trauma dans un sens, mais il peut se remodifier dans l'autre sens. Au niveau du système hormonal, donc la sécrétion de cortisol de façon chronique crée une plus grande réactivité au stress. À long terme, ça peut causer des dommages à nos cellules, dans les structures du corps, au niveau thyroïdien. Au niveau de l'élimination des toxines, on sait que ça fonctionne moins bien. De nombreuses personnes qui sont victimes de trauma ont des problèmes au niveau de la sphère digestive. Donc, au niveau du système nerveux, on a vu que c'était l'impact principal du trauma, c'est sur une dérégulation du système nerveux. Au niveau des neurotransmetteurs du cerveau et donc, également de ce qui est sécrété au niveau du système digestif, il y a un impact aussi que l'on voit. Et au niveau du système immunitaire, parce que la résistance au cortisol ou avoir des niveaux de cortisol qui sont trop peu importants, ça crée de l'inflammation au niveau du corps, ce qui est à l'origine de plusieurs maladies comme de l'arthrite, l'asthme, etc. Alors, ce n'est pas nécessairement la seule cause de l'asthme ou de l'arthrite, on s'entend, mais ça peut être un facteur qui favorise l'apparition de ce genre de maladie. On reviendra sur cette slide un petit peu plus tard parce qu'ils nous mettent des solutions intéressantes sur comment travailler sur l'impact physique du trauma. Alors,
on a vu beaucoup de choses déjà. Et moi, je soupçonne que c'est assez lourd à intégrer et à digérer. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire un petit exercice d'enracinement, de grounding que j'ai appris dans le cadre moi, de ma formation de Trauma Informed Yoga. C'est du yoga qui est destiné aux personnes qui sont victimes de traumatisme et pour qu'on puisse voir justement l'impact de ce genre de pratique sur notre système nerveux et comment on peut arriver à se remettre dans le moment présent et retrouver du calme et une forme de sécurité à l'intérieur. Je vais arrêter un moment. Je vais prendre ceci. Alors, c'est une méditation d'enracinement. Donc, pour la faire, vous pouvez enlever votre caméra si vous le souhaitez. Parce que certaines personnes ne sont pas très à l'aise de faire ce genre d'exercice avec la caméra allumée, donc il n'y a absolument pas de problème. Et on va commencer ceci. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Oui, on entend. Okay. Alors, pour cette méditation, je vous invite à prendre une position confortable de votre choix. Cela peut être assis, ou debout, ou encore couché, si c'est ce dont votre corps a besoin en ce moment précis. Vous pouvez garder vos yeux ouverts ou vous pouvez les fermer. Je vous invite maintenant à amener vos mains à une position de repos. Cela peut prendre plusieurs formes. Vos mains peuvent être posées quelque part sur votre corps ou être en contact avec le sol ou une chaise si vous êtes assis. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pouvez commencer à diriger votre attention vers votre respiration. Et si cela vous est possible ce soir, je vous invite à commencer à respirer profondément et lentement. De lentes inspirations et expirations par le nez, si cela vous est accessible. Je vous invite à garder à l'esprit que dans le cadre de l'exercice que nous réalisons ce soir ensemble, tout comme dans le cadre de cette respiration, vous avez la possibilité de choisir à chaque instant ce que vous souhaitez faire ou ne pas faire. Ainsi, vous pouvez inspirer et expirer par votre nez ou par votre bouche. Je vous invite maintenant à porter votre attention vers le bas, à l'endroit où votre corps est en contact avec le sol, à l'endroit où vous vous sentez soutenu alors que vous respirez. Je vous invite, si cela vous est possible, à vous laisser aller à cette expérience de contact, peut-être même une impression de soutien, comme une base solide. Remarquez, sans jugement, l'endroit où votre corps entre en contact avec le soutien apporté par le sol. Et pour faire cela, peut-être en approfondissant votre inspiration et en allongeant votre expiration. De profondes inspirations et de profondes expirations. Lorsque vous sentirez dans votre corps qu'il s'agit d'un bon moment,
Vous pourrez commencer à amener votre attention vers le haut de votre corps. Vous pourriez alors diriger votre attention vers le centre de votre corps. Pour certains d'entre vous, cela peut vouloir dire que vous sentez les os de votre bassin en contact avec votre chaise ou votre fauteuil. Ou peut-être remarquez-vous le centre de votre corps, dans la région de votre cœur. Vous pourriez ainsi diriger votre attention vers le centre de votre corps lorsque vous respirez. Et si vos mains sont posées sur votre corps, en particulier si elles sont posées au centre de votre corps, vous pourriez prendre conscience de la présence, de la chaleur et du poids de vos mains qui reposent sur votre corps quand vous respirez. Quand vous vous sentirez prêt, je vous invite maintenant à porter votre attention encore plus haut. Si vous êtes en position assise, vous pourriez diriger votre attention vers le haut de votre tête. Si vous êtes en position allongée, vous pourriez remarquer le point de contact entre l'arrière de votre tête et le sol. Je vous invite à diriger votre attention vers le sommet ou l'arrière de votre tête, tout en respirant profondément. Et alors que nous achevons cet exercice d'enracinement, je vous invite à prendre une minute pour dédier ce que vous avez appris jusqu'ici à vos enfants, mais aussi à vous-même, pour vous remercier de prendre ce temps pour guérir et aider ceux qui auront besoin de vos connaissances. Lorsque vous serez prêt, et en prenant tout le temps qui vous est nécessaire, vous pourrez ouvrir vos yeux s'ils étaient fermés et revenir à une position confortable de votre choix. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez revenir et réactiver votre caméra si vous le souhaitez. Voilà. Je vais continuer à partager le reste de notre présentation. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait beaucoup de théories et qu'on s'est un petit peu recentré, réenraciné, on va parler de ce que l'on peut faire pour soutenir et aider nos enfants. Alors la première chose à laquelle il faut penser, et c'est le travail que vous faites ce soir en participant à ce webinaire, c'est reconnaître et identifier ses propres traumatismes en fait. Tout en apprenant quels sont les mécanismes du trauma, c'est se poser la question sur notre histoire familiale, savoir ce qui nous est arrivé étant petit. Le but n'est pas de faire un procès
à soi-même ou à ses parents. C'est au contraire faire preuve d'éminemment de compassion et d'indulgence vis-à-vis de soi-même, mais essayer de regarder notre histoire au travers de peut-être d'autres lunettes et d'essayer de comprendre ce qui a pu nous arriver et ce qui a pu se passer dans des générations antérieures. On sait notamment que les traumatismes, maintenant on a des preuves scientifiques à ce sujet. Les études en épigénétique montrent que le trauma se transmet de génération en génération. Donc ça s'est vu notamment chez des descendants de personnes qui ont vécu des persécutions, qui ont vécu des massacres, etc. On pense notamment à ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Soutenir et aider ses enfants. Donc, première chose, c'est apprendre donc, ce qu'est le trauma, comment ça fonctionne dans notre corps. Et puis, utiliser ces ressources et les thérapies qui sont disponibles pour soi-même et pour son enfant. Parce qu'on peut guérir de son ou de ses traumatismes. Ce n'est pas nécessairement un chemin facile ni linéaire, mais c'est possible. Il y a de plus en plus de méthodes qui existent pour aller dans ce sens-là. Alors, la première chose à faire pour aider son enfant, c'est créer de la sécurité émotionnelle et physique. C'est seulement lorsqu'un sentiment durable de sécurité a été établi que le travail sur le traumatisme lui-même peut commencer. Donc, le docteur Gabor Maté, dont j'ai parlé tout à l'heure, le dit que de toute façon, on ne guérit pas seul, hein, on guérit en communauté, on guérit dans le cadre de relations, mais de relations saines et de relations sécurisées. Donc, le trauma, on le voit, affecte des parties du cerveau qui sont profondes et sur lesquelles on ne peut pas intervenir uniquement par le biais de la pensée cognitive, la pensée qui est mobilisée par le cortex préfrontal. Ce n'est pas possible. Il faut arriver à créer ce sentiment de sécurité et calmer en fait la réaction traumatique qui se trouve à l'intérieur du cerveau. Et donc, on ne peut le faire que par la sécurité émotionnelle et physique. On peut bien évidemment se faire aider d'un professionnel formé au traumatisme. Pour ma part, je me suis formée au trauma, j'ai appris beaucoup de choses dessus. J'utilise une modalité qui est le yoga, mais je ne suis absolument pas une professionnelle de santé. Je ne suis pas habilitée à traiter le trauma, mais il existe des professionnels très bien. Il y en a de plus en plus qui sont formés, des psychologues, psychothérapeutes, dans le domaine médical également. Il y en a de plus en plus et puis qui comprennent que c'est pas, que ça ne se règle pas nécessairement avec uniquement de la psychothérapie par la parole et par le biais de médicaments, même si ça peut être des adjuvants nécessaires dans un premier temps. Alors, les modalités qui sont utilisées pour soulager les symptômes du trauma et pour arriver de façon ultime, on espère, à en guérir, ce sont des modalités qui permettent de réguler le système nerveux. Donc pour cela, il y a la méditation. Attention quand même à la méditation selon les cas de traumatisme. Ça peut être quelque chose d'absolument terrifiant pour une personne qui a vécu des traumatismes, de se retrouver avec les yeux fermés et rester confrontée à ses pensées. Donc il faut que ce soit des méditations adaptées à ce genre de choses, mais il en existe de très bien qui aident à la régulation des émotions et du système nerveux. Le yoga est donc une modalité, une thérapeutique que moi j'utilise beaucoup. Les exercices de respiration, il y en a des très efficaces et de très simples. Je vais vous donner quelques exemples par ailleurs. La pleine conscience aussi, toutes les pratiques qui passent par le corps et qui permettent de se remettre dans le moment présent et de façon sécuritaire. Pour les enfants, on parlait donc de la sécurité et de la stabilité, donc ça passe par la mise en place de routines,
de structure et d'adultes de confiance. Et c'est quand ce cocon, ce, en anglais, ce qu'on dirait un container, donc ce contenant a été créé, qu'on peut sans doute arriver à traiter des choses de façon un petit peu plus profonde. Donc, je parlais des thérapies avec des psychologues, etc. Il y a des thérapeutes qui sont très bien, qui utilisent le jeu notamment, et des thérapies qui sont faites par des psychologues spécialisés. Ça passe aussi pour l'enfant de développer des compétences sociales et émotionnelles. On l'a vu tout à l'heure dans les conséquences du trauma, il peut y avoir une perte de reconnaissance euh, des indices de danger, par exemple, et de compréhension des comportements sociaux des autres. Donc, ce qui peut remettre l'enfant ou un adulte après qui n'a pas été soigné dans des situations à nouveau dangereuses pour lui. Donc, l'acquisition de ces compétences sociales et émotionnelles, ça fait partie des choses que l'on peut mettre en place pour aider son enfant. Je voulais parler d'autres thérapies qu'on appelle le neurofeedback. Alors, le neurofeedback, ça marche aussi pour les enfants. C'est une thérapie qui consiste à mettre des petites électrodes au niveau du cuir chevelu et puis sur la base du crâne, et qui font passer des courants de très faible intensité. Donc, on ne parle pas du tout d'électrochoc, hein, c'est fait dans un cabinet avec un psychologue, et c'est relié à un programme qui permet d'aider finalement à créer de nouveaux chemins neuronaux et de calmer le fonctionnement du cerveau. Le MDR est beaucoup utilisé également par des praticiens qui œuvrent au niveau du trauma. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un processus qui utilise le mouvement des yeux et qui va reconditionner le cerveau par rapport à euh, la réponse traumatique et par rapport à un événement particulièrement traumatisant là, du passé. Le Safe and Sound Protocol, je ne sais pas s'il y a des praticiens ici, c'est une nouvelle méthodologie qui a été mise en place en utilisant le son, et ça a été inventé par un scientifique dont je n'ai pas parlé ce soir, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stephen Porges, qui est à l'origine de ce qu'on appelle la Polyvagal Theory, donc la théorie polyvagale en français, sur les différentes branches du nerf vague, donc qui est le nerf le plus long de notre corps, et comment ces différentes branches sont activées en fonction des événements qui nous arrivent en fait. Et apparemment, il y a de très bons résultats avec ce genre de protocole, y compris chez des enfants qui ont des manifestations somatologiques très importantes. Alors, des exercices d'autorégulation, j'enlèverai ma caméra pour vous montrer ce que c'est le butterfly hug, parce que c'est un exercice qui est très simple pour les enfants, mais que les adultes aussi, on peut faire. Le felt sense, ça fait appel à la pleine conscience. Donc, ça fait un petit peu référence à la méditation guidée que j'ai faite avec vous. Donc, pour se recentrer sur les sensations corporelles que l'on a, et notamment les sensations d'intégrité du corps et de soutien par le contact de d'une chaise, du sol, etc. Le 5, 4, 3, 2, 1, donc ça permet aussi de se remettre au moment présent. La box breath, c'est une technique de respiration que les enfants aussi peuvent pratiquer, et qui est pratiquée par des personnes qui travaillent dans des situations de danger et d'urgence, comme les personnes qui travaillent dans l'armée ou les policiers. C'est une respiration en 4 temps, où dans un premier temps, on inspire. Pour la même durée, ensuite, on va retenir la respiration. Pour encore la même durée, donc ça peut être 3-4 secondes, on va expirer, et à la fin de l'expiration, on va rester aussi bloqué sans reprendre tout de suite une inspiration. Tout ce qui est contact avec la nature est très important.
Donc, toujours dans l'optique de se faire du bien, de rentrer en nouveau en contact avec les sens et se sécuriser. L'utilisation des animaux, donc des animaux de compagnie dans la thérapie. On en parle aussi de plus en plus. Il y a énormément de modalités, énormément d'outils. Donc, j'en ai listé uniquement quelques-uns parce qu'on est limité dans le temps et c'est des choses sur lesquelles on pourrait parler des heures. Mais le message que je voulais passer par rapport à ça, c'est que chaque personne est unique. Donc, à chacun d'essayer de trouver les outils qui lui conviennent. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de restaurer la confiance en soi et la capacité à faire des choix pour soi-même. Donc, un outil va peut-être fonctionner pour un enfant, et puis l'autre ne va pas fonctionner pour lui. Et puis pareil, pour un adulte, il y a des choses qui nous conviennent, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. L'important, c'est d'essayer et de finalement trouver les outils en tâtonnant qui peuvent nous aider, qui peuvent nous servir. Ça peut être des exercices qu'on peut faire ensemble avec les enfants, ce qui est très chouette. Parce qu'un des mécanismes de résolution du trauma, c'est ce qu'on appelle la corrégulation du système nerveux. Les enfants sont ont énormément de capacité à discerner l'état du système nerveux des personnes qui s'occupent d'eux, en fait. Donc, face à un adulte qui sera capable de s'autoréguler, de mieux réguler ses émotions et ses comportements, eh bien, ça va favoriser aussi la régulation émotionnelle pour lui. Donc, je dis ça, c'est pas culpabiliser les parents et essayer de dire, ben, voilà, faites ce qu'il y a à faire et vos enfants iront mieux. On a tous du travail à faire, je pense, prise de conscience de ce qui nous est arrivé. Le but, c'est d'avoir de la compassion, de l'empathie vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de nos enfants, essayer d'avancer avec amour et avec respect dans la résolution de ces événements qui nous ont touchés et qui ont pu nous impacter. Voilà. Juste faire une petite démonstration de ce que c'est le butterfly hug, parce que c'est un exercice qui est hyper simple et ça marche bien en fait. Ça fait appel à ce qu'on appelle le tapping. Vous avez peut-être entendu parler là de cette méthode-là, et puis ça joue aussi avec des points d'acupuncture et d'acupression. Donc, vous prenez vos mains, vous les croisez devant vous, la forme d'un papillon, et vous joignez les pouces au milieu. Je vais déplacer un peu mon ordinateur pour qu'on voit bien. Et vous les placez juste en dessous des clavicules. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Donc, les index sont juste en dessous des clavicules. Vous devez bien sentir les os. Et pendant, c'est pas très long, hein, vous pouvez le faire pendant 1 à 2 minutes, selon votre degré là, de tolérance. C'est d'alterner des mouvements légers de tapotement de gauche et de droite. Et ça va permettre d'équilibrer les deux hémisphères là, du cerveau, et qu'en plus, je ne connais pas exactement l'intégralité du mécanisme, mais je sais que ça fait appel donc, à l'acupuncture, et à l'acupression. Donc, je vous invite, quand vous ferez l'exercice avec votre enfant, si jamais il est un peu anxieux ou si vous-même vous êtes un peu anxieux, d'évaluer votre niveau d'anxiété ou d'inconfort avant l'exercice, de faire l'exercice et puis de voir après comment vous vous sentez après 1 ou 2 minutes de cette pratique-là. Et puis c'est assez sympa parce que c'est visuel et puis un enfant peut facilement se rappeler ce que c'est un papillon, et puis c'est pas trop dérangeant ni trop intrusif comme exercice pour eux. Voilà. Moi, j'ai fini avec ma présentation.